Bonjour et bienvenue à la saison 2 des Rendez-vous de l'excellence 5.0. Merci beaucoup à tous pour votre patience. On a eu des petits enjeux techniques ce matin, ce midi, mais merci d'être là. J'apprécie vraiment vos commentaires sur la page LinkedIn. C'est super gentil. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout de suite notre invité aujourd'hui. Bonjour Anne, comment vas-tu? Ça va mieux. Ça va mieux? On va dire ça comme ça va vraiment mieux. Eh oui, je comprends. Alors, Anne Choquette, notre invitée d'aujourd'hui, elle est coach exécutive. Elle se spécialise dans les changements organisationnels et dans les transitions organisationnelles. Elle travaille avec différentes industries, dont l'énergie, l'aérospatiale, l'ingénierie, l'industrie alimentaire, la finance et le transport. Et elle travaille généralement avec les hauts dirigeants dans les organisations qu'elle a le plaisir d'accompagner sur le long terme. Et elle a des clients au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Inde et en Europe. Donc, est-ce qu'on fait l'appel aujourd'hui en espagnol ou on reste au français? On va rester au français, c'est les autres qui parlent les autres langues. Moi, je parle toujours la mienne et l'anglais. Super. Ben, merci Anne d'être là. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse échanger aujourd'hui, qu'on puisse parler sur notre sujet du courage opérationnel. Avant d'aller là, je vais dire à tout le monde qui est là, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre patience. Les enjeux techniques, on ne les contrôle pas. On va respecter quand même notre heure, donc on va écourter peut-être un peu notre conversation pour respecter et finir à temps. Mais merci, je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est un beau gage c'est un beau gage de collaboration puis de respect que vous nous montrez d'attendre en ligne, qu'on puisse se connecter. Fait que merci, je l'apprécie énormément. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires que vous voulez nous partager, continuez à les rentrer dans le chat. On va pouvoir les adresser au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation. Alors, Anne, pour mettre la table un peu, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au coaching exécutif et au courage opérationnel? Au coaching exécutif, c'était dans le cadre d'une carrière qui a évolué. J'ai commencé par faire du coaching en 2004 alors qu'on me demandait dans quel sport je coachais. Fait qu'on était dans le coaching d'affaires. Puis j'ai commencé d'abord avec des PME, des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, parce que je venais d'un milieu de start-up où j'avais connu des gens en ingénierie, entre autres. Et ça a commencé de bouche à oreille, c'est commencé là. Il s'est fait, dans le fond, j'aime beaucoup travailler avec les dirigeants parce que même si c'est difficile parfois, en tout cas pour moi, j'ai longtemps obstinée, où je me suis obstinée à me dire que ça ne se peut pas qu'une seule personne à la tête d'une entreprise ait autant d'impact jusqu'au bout. Et j'ai essayé de le prouver plusieurs fois que ce n'était pas vrai, mais j'ai échoué à chaque fois. Fait que là, je suis obligée d'arriver à dire qu'il y a vraiment un lien entre qu'est-ce qu'on peut faire comme performance, puis comment les équipes sont, puis la culture dans une entreprise, elle dépend vraiment des dirigeants. Puis quand ils ne sont pas alignés, ben, il n'y a pas grand-chose qui marche après. Fait que c'est là que je me suis plus intéressée. Et ça m'a permis, ce que j'aime vraiment sincèrement, c'est de travailler à tous les niveaux parce que ça permet de voir vraiment s'il y a une cohérence, la compréhension, d'aligner les choses. C'est ça que j'aime le plus. C'est là que j'ai le plus de plaisir. Mais Anne, je trouve ça cocasse comment tu t'es intéressée au sujet parce que malgré tous les écrits scientifiques qui démontrent le rôle important du leadership dans les organisations, toi, tu as senti le besoin que tu devais aller jusqu'au bout et le prouver par toi-même que c'était pas le cas. Tu as dit obstination au début? Ben, je me disais, ça se peut pas. Tu sais, as des entreprises à 2000 employés, tu as 750 employés, c'est une personne à la tête que tu changes. Ouais. Puis ça Ouais. vient tout bousiller ou ça vient tout replacer. Il y a quelque chose quand même. Puis je trouvais que c'était trop sur les épaules des leaders. Oui. Oui. Tough, là. Ça fait partie Ben de la oui. job. En fait, je suis d'accord avec toi et en fait, c'est pour ça que le premier épisode de la deuxième saison, pour moi, était très important qu'on le fasse avec toi comme coach exécutif parce que c'est ce que j'ai réalisé l'an passé. Toutes les personnes que j'ai reçues lors du podcast avec qui on parlait et qu'on parlait de l'importance des différents éléments, ben, je me rendais compte évidemment que tout partait du haut, même si dans ce que je fais dans l'amélioration continue, dans l'excellence, dans les organisations, ça part du haut, ça ne peut pas partir d'ailleurs. Mais je me disais, on commence à en mettre très lourd sur les épaules des dirigeants. Les enjeux deviennent de plus en plus complexes aussi. Et donc, la lourdeur, elle est encore plus grande. Puis j'ai comme l'impression que beaucoup de dirigeants se sentent un peu comme Atlas, là, qui doivent amener le poids de la planète au complet sur leurs épaules. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, le dirigeant a sa place à tenir dans les organisations, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour
désengorger un peu ce poids-là sur la personne et partager certaines des responsabilités, même si le dirigeant va quand même garder une place importante et il doit garder la place, ou elle doit garder la place importante dans l'organisation. Mais je pense que c'est ça que moi, je veux explorer cette année, c'est comment on peut créer un environnement qui, oui, le dirigeant va continuer à nous donner la vision ultime de où il veut amener, où elle veut amener l'organisation, mais comment on peut répartir ce poids-là pour que ça ne soit pas sur les épaules de seulement une personne. C'est un peu l'optique pour moi cette année de regarder cet aspect-là. Donc, pour moi, c'est important de commencer avec toi. Ben, je trouve ça intéressant aussi, si je peux t'interrompre, parce Oui, que oui. dans ce que tu amènes, pour moi, la réponse est vraiment dans le titre qu'on a fait, oser la confiance opérationnelle. Parce que si Oui. on fait confiance en nos gens, si on les responsabilise, mais puis j'ai hâte qu'on arrive dans le sujet de la responsabilisation parce que ça ne se décrète pas, ça se ressent. Oui. Fait que faut le rendre. Fait que l'enjeu de la confiance est vraiment, vraiment clé dans ça. Parce que on parle depuis au moins une quinzaine d'années, je pense, peut-être même plus, qu'on parle de leadership partagé. Mais un leadership partagé, je ne le vois pas souvent dans les entreprises. On l'a, mais on ne l'a jamais pleinement. C'est vraiment le Cirque du Soleil, quand il est sur un plateau, oui, il est partagé parce que ça va être selon l'expertise qui va prendre le lead au moment qu'il se passe quelque chose. La même chose pour la NASA et la même chose pour les centrales nucléaires. À partir du moment qu'il y a une crise, ce n'est pas le directeur de l'unité de la centrale qui va en salle de commande, c'est celui qui a pratiqué depuis des semaines et des mois et des années qui va prendre le lead. Fait que c'est là que le leadership partagé, à part ça, c'est plus une façon de se dire on se répartit les tâches, mais ce n'est pas vraiment un leadership partagé. En tout cas, je ne le vois pas si souvent que ça. Je le dirais comme ça. Et là, ça vient de geler de mon côté. Es-tu toujours là? Est-ce que tu es toujours là? M'entends? Maintenant, oui. J'espère que ça va se stabiliser, grand Dieu. Anne? Anne? Oui, oui, je suis là, je t'entends. Aujourd'hui, la technologie ne veut pas qu'on se parle. Je viens de perdre l'électricité chez moi. Il fait gros soleil, super beau, plus d'électricité. Mais tu m'entends, je pense qu'on continue quand même à projeter. Écoute, on va continuer. Je ne sais pas si vous êtes sur LinkedIn. Oui, c'est ça. Si vous êtes sur LinkedIn, pouvez-vous m'envoyer une petite note dans les commentaires pour nous dire si on est toujours là, si vous nous voyez toujours? J'apprécierais beaucoup si on voit vraiment rien. Non, pas d'image pour le moment. Il y a quelqu'un qui a pas de son, Non, pas d'image. les personnes qui sont là, je ne vois pas personne qui répond, qui écrit. Oh mon Dieu, quelle journée! Ah, c'est pas sérieuse. Oui, donc tu nous vois, Diana, tu nous entends? J'entends pas. En tout cas, si elle ne répond pas d'autre chose, est-ce que ça revient? On vous entend. OK, parfait. On continue. Bon, les joies de. Mon image est gelée. J'espère que j'ai un grand sourire au moins dans mon image gelée, mais en tout cas, c'est les joies de l'enregistrement live. Donc, merci d'être là, d'être patient avec. Oui, merci, Diana. Donc, on continue. Donc, tu parlais du leadership partagé. Je trouve ça super intéressant. Peux-tu nous définir, même on va rentrer après dans oser la confiance opérationnelle, mais peux-tu nous définir c'est quoi le leadership partagé? Ben, en théorie, d'un leadership partagé, c'est d'établir une synergie entre les dirigeants qui fait en sorte que le partage des responsabilités se fait vraiment selon les forces et l'expertise de quelqu'un au moment de prendre la décision. Fait que, et quand on le regarde, ça permet vraiment de recommencer à bouger, fait qu'on te revoit. Ça permet vraiment à l'équipe d'avoir plus de force, une force de frappe plus grande. Mais pour ça, ça demande un très grand alignement et ça demande beaucoup de confiance entre eux. Fait que ça, c'est un niveau qu'on peut parler, mais la confiance opérationnelle, elle peut exister sans qu'il y ait ce leadership partagé-là. J'ai fait j'ai fait un petit dérapage. J'ai pris une petite sortie de leadership partagé tout à l'heure dans mon élan, mais si on le ramène vraiment à ce qui se passe dans les entreprises où est-ce que c'est moins fréquent quand même, on y va vraiment dans dans ce leadership où la confiance va faire une différence dans notre capacité à tirer la performance en bout de ligne et avoir plus d'efficacité.
Ben alors, on continue sur la lancée de la confiance opérationnelle. Si tu avais à la décrire ou à la définir, comment tu la définirais? Pour moi, la confiance opérationnelle, c'est, d'une part, je vais commencer par le début, la confiance, c'est un choix. Mhm. Et souvent, on a l'impression qu'on le donne a priori, ou il y en a d'autres qui disent, mais non, ça se gagne, puis on peut avoir toutes sortes de débats. Mais en bout de ligne, si chacun de vous, vous réfléchissez en ce moment à quelqu'un en qui vous avez confiance, dans votre équipe, un collègue ou quelqu'un, puis que cette personne-là, elle livre pas quelque chose, est en retard sur quelque chose, votre réflexe, ce sera quoi? Les chansons, ça va être, ben, c'est pas de sa faute, elle était débordée, il s'est passé telle chose. Maintenant, si on pense à quelqu'un en qui on n'a pas confiance, puis il fait la même erreur ou il fait le même manque de livraison, manquer un échéancier, je le savais, il est vraiment pas digne de confiance. Fait qu'on Mais choisit de faire confiance à quelqu'un ou pas. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que la confiance opérationnelle, c'est comme leader, comme manager, moi, je choisis la confiance auprès de mes gens. Et quand je fais ça, je libère l'énergie, je libère de l'action, je libère de l'autonomie, je permets l'autonomie de se faire. Et ça ne veut pas dire que on ne suit pas, on ne contrôle pas, qu'on n'est pas contrôlé, qu'on n'accompagne pas. Parce que la différence entre une organisation qui est fondée ou qui est ancrée dans la confiance et qui ne l'est pas, celle qui ne l'est pas va être dans le contrôle, va être dans la oui. microgestion, va être dans toutes ces étapes-là qui servent puis qui nous empêchent de faire, où on devient plus en mode exécutant qu'une personne entière. Fait que c'est un peu comme ça que je fais les différences. Mais en fait aussi, Anne, ce qui est intéressant dans ce que tu expliques au niveau de la confiance, s'il y a quelqu'un à qui on fait confiance qui ne complète pas la tâche à temps ou qui ne nous remet pas quelque chose, oui, au début, notre premier réflexe va être de dire, ah, il a dû arriver quelque chose, débordé ou quoi que ce soit. Mais à la longue aussi, si la personne n'arrive pas à remettre les choses à temps, si on parle de tâches très spécifiques, à un moment donné, ça va brimer aussi la confiance. Même si on part avec une confiance, à un moment donné, c'est un choix, mais je pense qu'elle se travaille aussi des deux parties. On fait pas confiance aveuglément, puis il faut avoir ce respect de retour et de revenir en arrière pour dire il est arrivé ça, de s'expliquer, de continuer à la bâtir. C'est pas juste le choix, mais c'est le travail qui s'ensuit aussi. Oui, ben, elle part du choix. Premièrement, on choisit de faire confiance, puis on choisit, en théorie, on devrait donner ce choix-là, prendre ce choix-là pour l'ensemble de notre équipe. Après ça, dans l'accompagnement, et je pense qu'on vient de perdre Véronica. Non, Non, OK. non, j'ai essayé de fermer ma caméra, voir si ça ramenait l'image. Excuse. C'est bête. Là, moi, je te revois. Donc, la deuxième étape, c'est de voir dans notre équipe, c'est possible qu'il y a des gens à qui on sait qu'ils vont réagir comme tu as décrit, qui ne sont peut-être pas dignes de confiance ou ils vont faire des accros à leur confiance plus souvent. Mais ça va dans l'accompagnement. En fait, dans l'esprit de la confiance opérationnelle, c'est que j'accompagne mes gens. Et je vais faire des suivis plus serrés peut-être, mais on va les décider ensemble. Fait que c'est pas, je t'impose pas, je te demande pas de venir te rapporter régulièrement, mais on convient de ça va être quoi la meilleure façon pour toi, parce qu'ils sont tous différents, pour toi, comment je vais t'accompagner là-dedans pour que la confiance continue à prendre sa place, puis que les gens puissent vraiment s'épanouir. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir toute leur intelligence, toutes leurs intuitions. C'est à ça qu'on veut accéder pour avoir plus d'efficacité opérationnelle. Mais justement, quand tu parles de la confiance opérationnelle, donc on fait le choix de, de donner un peu de lousse, si on veut, ou d'opportunité aux équipes de pouvoir contribuer à plus grande capacité. Mais ce choix-là aussi, j'imagine qu'il doit venir accompagné d'un certain coaching parce qu'il y a des gens dans des équipes qui ne sont pas habitués d'avoir cette responsabilité-là. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, dans cette transformation-là entre les employés et les employeurs ou les dirigeants doivent prendre un rôle de coach aussi avec son équipe pour les aider à cheminer vers ces réponses-là? Absolument, tu as absolument raison. Puis c'est même important de se dire, tout à l'heure, on disait la confiance et le leadership part d'en haut puis cascade. Ben, la confiance, c'est la même chose. Puis il y a un travail à faire d'abord sur soi. Pour que la confiance opérationnelle fonctionne, il faut d'abord
moi, comme individu, puis tous les membres du comité de direction, par exemple, que chacun fasse un bout de chemin sur moi, je me situe où la confiance? Je l'incarne comment dans mon quotidien, la confiance? Qu'est-ce qui mérite? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui a formé, qui a modelé mes croyances dans la confiance? Fait que ça, on a un travail à faire de jeu. Ensuite, on fait un travail avec notre collectif, puis on l'amène dans l'organisation parce que l'organisation, c'est un système. Puis elle vit, puis elle a ses propres croyances aussi, l'organisation. Oui. Dans sa culture, dans son historique, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment est-ce qu'on va faire évoluer ça? Fait que toutes les organisations, en ce moment, d'un point de vue global et général, sont en transformation. Oui. Puis, dans la réalité, tu l'as dit dans l'intro, dans la réalité, on est vraiment, on navigue avec un bandeau sur les yeux. Il y a plein de composantes qui se rajoutent. Il y a plus à regarder. Il faut avoir plus de yeux. Et donc, il faut faire confiance. On ne peut pas tout voir comme leader. Fait qu'il faut faire confiance, il faut aller vers le bas, puis il faut aller développer ces réflexes-là auprès de nos équipes. Donc, quand je disais ça, oui, vas-y. J'allais dire, c'est que ça demande quand même des compétences un peu différentes au niveau de la gestion aussi. Parce que auparavant, on avait un rôle de gestion qui était plus le fameux command and control. Donc, on disait, même si ça fait longtemps qu'on dit que c'est plus ça, on en voit quand même beaucoup dans les entreprises. Mais là, dans une organisation où on veut aller vers la confiance opérationnelle, le dirigeant, il doit non seulement prendre une posture de coach, mais il doit aussi aider l'équipe à faire toutes ces réflexions-là pour être capable d'amener l'équipe à bâtir sa confiance elle-même pour se dire on est capable de se rendre où l'équipe de direction veut nous amener. Parce que c'est pas tout le monde qui a c'est pas tout le monde, qui a le goût de prendre toutes ces décisions-là dans des équipes. Et c'est pas tout le monde. Ça change vraiment la compétence autant du dirigeant que des employés, parce que là, on demande un peu plus aux employés que qu'est-ce qu'on leur demandait auparavant, où on faisait juste leur dire, ben voici ta tâche, fais-la, puis exécute, et c'est tout. Donc, ça demande des changements de compétences importants de part et d'autre. Mais tu as tellement raison parce que je suis contente que tu m'amènes sur cette piste-là parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on prend un risque. Hein? Et ça fait vivre plein d'émotions. Parce qu'on peut se dire, en tant que dirigeant, si je fais davantage confiance aux gens pour prendre des décisions, des initiatives, pour qu'ils puissent remonter l'information en toute transparence, parce que la confiance opérationnelle, ça implique toute la sécurité psychologique aussi. Fait que, si on crée tout ça, ben, il peut y avoir pour le dirigeant, est-ce que moi, je vais devenir comme obsolète? J'aurais plus autant d'espace de rayonnement. Fait qu'il y a un positionnement à prendre. Fait que ça fait vivre des peurs, ça fait vivre des émotions fortes, mais celui ou celle qui reçoit cette confiance-là, ça aussi, ça amène un niveau de stress. Ça amène la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de perdre ma réputation parce que j'ai pris un risque, je me suis exposée. Ça amène plein de choses de l'autre côté. Fait que c'est pour ça que c'est si important de la commencer par en haut pour changer les façons de faire petit à petit. Et oui, ça prend un accompagnement des dirigeants, des managers de la ligne managériale pour s'assurer que ça fonctionne, puis aller chercher le pouls aussi des gens pour voir s'ils la sentent, cette confiance opérationnelle-là, jusqu'à ceux qui font les actions, qui font les tâches sur le terrain. L'autre élément aussi, Anne, auquel je pense, c'est que ça prend aussi une équipe de dirigeants qui va avoir l'humilité de pouvoir s'asseoir avec leurs équipes et de dire la décision que l'équipe a prise aujourd'hui n'était peut-être pas la meilleure, mais de ne pas utiliser ça comme action punitive, mais de comprendre comment on peut s'assurer de s'améliorer dans la prochaine prise de décision. Parce que si on essaie de bâtir la confiance opérationnelle et à la première décision qui est prise comme dirigeant, on n'est pas d'accord ou on trouve que c'est pas la bonne, et là, on agit comme un dirigeant de command and control. Mais là, on vient de couper tout l'élan qu'on avait. Donc, ça prend aussi cette compétence de patience, d'humilité, puis de se dire, on est en train d'apprendre tout le monde ensemble, donc on réussira peut-être pas du premier coup, on réussira peut-être pas tous nos coups, mais à force de se pratiquer et d'apprendre de qu'est-ce qu'on fait bien, d'apprendre quand on fait des choix qui sont pas les meilleurs,
on va pouvoir avancer et là, s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça aussi, c'est un effort considérable pour des gens qui sont habitués de prendre les décisions et de dire on avance et d'assumer ces décisions-là. Tout d'un coup, c'est pas eux qui les prennent. Puis il y a des erreurs possibles. Puis ça amène d'autres niveaux de difficulté parce que ça amène, dépendamment si c'est la corporation comme telle, l'organisation, il y a un siège social où tout le monde est ensemble, faut gérer le plus haut étage souvent, là, en tout cas, il faut gérer cet étage-là du COMEX pour dire, ben là, en ce moment, on travaille telle chose, il risque d'avoir des erreurs, donc il faut gérer les attentes en haut, il faut gérer les attentes en bas. Fait que oui, ça demande de développer un sens politique aussi. Comment est-ce qu'on le communique, comment est-ce qu'on amène, qu'on garde la boucle, la courroie, puis que quand on s'échappe, puis qu'on est tombé dans nos vieux pièges, parce que le monde dans lequel on vit, la charge qu'on rajoute, le manque de ressources qu'il peut y avoir, de bonnes ressources qu'il peut y avoir, ça fait toutes sortes de choses, tous des éléments qui viennent construire le stress. Puis quand on est stressé, on est stressant. Et quand on est stressant, ben, on amène les autres dans leurs pièges. Hein? C'est à peu près où nous, on tombe dans nos pièges, puis on retombe dans nos affaires. Mais pour moi, c'est pas grave que ça arrive si on est capable de se rattraper, puis de faire écoute, je viens de faire ce que je viens de dire, c'est pas ça que je voulais dire, on va le reprendre, que ce soit dans la foulée ou que ce soit 2 jours ou 2 semaines plus tard. Mais c'est important de revenir pour retravailler ce lien de confiance-là, ce tissu de confiance-là qu'on veut mettre en organisation. Qu'est-ce que tu vois, Anne, aujourd'hui, qui sont les besoins dans les organisations par rapport à la confiance opérationnelle? En fait, est-ce que tu vois aujourd'hui de la confiance opérationnelle en action dans les organisations? Là, je vais mettre mes lunettes roses. Parce que je suis une optimiste de nature, puis je pense qu'il y a plus de dirigeants qui y croient qu'avant. Je vois plus souvent de prise de conscience de dirigeants qui font comme je l'ai échappé celle-là et qui s'ouvrent. En même temps, les attentes de performance sont tellement grandes. Encore une fois, il faut apprendre à gérer tout le système pour se dire la confiance opérationnelle, c'est un investissement à moyen et long terme. Ce n'est pas un investissement à court terme. Tout à fait. Si on est un manager qui est vraiment axé sur le résultat et la performance court terme, ce n'est pas tant pour eux. Parce qu'eux, ils vont vouloir centraliser le pouvoir, parce que c'est sûr qu'avec un groupe d'experts, quand ils s'entourent de leurs gens qu'ils n'aiment pas nécessairement, là, mais de leurs gens qui sont leurs leviers, leurs gens sur qui ils peuvent vraiment s'appuyer, ils vont tirer la performance, ils n'ont pas le goût de prendre un risque. Fait qu'ils restent en haut. Puis ce que je vois le plus souvent, ou ce qu'on voit, parce que je suis avec des collègues, ce qu'on remarque dans les entreprises, c'est que quand ces leaders-là quittent, il y a un grand vacuum derrière, il y a un grand vide. Parce que là, les gens n'ont pas été habitués à prendre l'initiative, à se mettre en action. Ils sont dans une logique de j'attends, puis je ne prendrai pas de risque, je ne m'exposerai pas. Alors que de l'autre côté, quand on en a des dirigeants qui osent le faire, puis qui ne sont pas parfaits, puis à quelque part, ce n'est pas grave de ne pas être parfait, là, incluant les CEO et incluant tous les VP, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont des équipes. Fait que c'est pour aider à être plus compétents. C'est grave, ça aussi. De toute manière, il n'y a personne qui est parfait à la base. Donc, oui, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes nos décisions puis tous les choix qu'on fait soient parfaits. Mais quand on est plusieurs têtes à y réfléchir, on a plus de chances que ce soit meilleur. Donc, c'est un peu je trouve ça super intéressant parce que quand on a commencé à préparer l'épisode, j'avais jamais entendu parler de confiance opérationnelle. Aujourd'hui, tu m'en parles, puis c'est évident que c'est là puis que c'est présent. Mais en fait, sans connaître le terme, nous, quand on fait de l'amélioration continue, c'est un peu ça qu'on fait. En fait, c'est beaucoup ça qu'on fait parce qu'on demande aux employés qui sont les experts du processus de travailler ensemble pour mieux comprendre la problématique à laquelle on fait face, pour être capable d'analyser pourquoi la problématique elle est présente et de proposer des solutions. Mais on se base sur eux, sur les gens qui sont les experts. Et le rôle du gestionnaire dans ces projets-là, c'est plus d'accompagner, de s'assurer qu'on maintient une adéquation entre les solutions qu'on est en train de trouver et la stratégie de l'organisation ou la vision de l'organisation, la voix de l'entreprise, du client, de nos partenaires. Donc, on fait ça à tous les jours. Quand on fait de l'amélioration continue, on relâche la confiance opérationnelle pour vraiment outiller les gens à prendre des meilleures décisions et à trouver par eux-mêmes aussi comment on peut avancer. Et le rôle du gestionnaire est drastiquement changé parce que là, il n'est pas dans un rôle
de toujours prise de décision, mais il est dans un rôle d'accompagnement pour s'assurer que ce que l'équipe est en train de réfléchir continue de bien fonctionner pour l'entreprise. Donc, c'est très lié avec l'excellence opérationnelle. Puis, ce qui devient, dans tout ce que tu dis, en plus, quand on injecte la confiance opérationnelle, c'est que sa posture va être encore plus dans la co-création, dans l'accompagnement, puis dans la personnalisation de son style de leadership pour chacune des personnes, parce que c'est la seule façon qu'on peut les amener ailleurs. Que vraiment, la confiance opérationnelle, c'est un moteur interne. Ça vient de l'intérieur. On a envie que ça marche, on a envie de le faire. Quand on est dans... Sinon, la motivation, elle est externe, puis elle ne reste pas dans la durée. Ça tombe. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des exemples concrets? Diana, j'ai vu ta question, il va y revenir tantôt, mais Anne, est-ce que tu as des exemples concrets d'entreprises avec qui tu as collaboré ou tu les as aidés à instaurer cette confiance opérationnelle-là et évidemment, sans nous parler des entreprises elles-mêmes, mais des exemples que tu peux partager, des bienfaits que tu as vus émerger de cette approche-là? Dans le fond, ce qui est intéressant en ce moment, l'exemple qui m'est venu en tête quand je me préparais pour le podcast d'aujourd'hui, désolée, j'ai vu plus de mots. Je repensais à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé tout récemment et elle est en train de se déployer tranquillement. Fait que ce que je trouve intéressant de la prendre comme exemple, c'est que le directeur de l'usine est un directeur qui est ouvert à ça, qui croit profondément à ce que la performance, ça se tire par la présence sur le terrain. Donc, d'aller être à la rencontre des gens tout le temps. Et il a libéré 30% de son agenda pour être sur le terrain et il veut être exemplaire, donc il le tient dans le temps. Fait que juste ça, c'est déjà extraordinaire. Après ça, on regarde l'équipe qui est en dessous, son équipe, qui commence de plus en plus à emprunter le langage. Fait que le langage change, la dynamique change et ce qui était le plus beau quand j'ai observé lundi dans les équipes, c'est le courage qui vient avec. Je vais m'exposer, puis c'est pas si grave que ça parce que je sais qu'il y a une confiance qui est là. Il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Oui. Ouais. Cette sécurité psychologique qu'on parle, avant on en parlait juste en coaching ou en psychologie. Là maintenant, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus dans les organisations, mais cette sécurité-là, elle s'installe, puis avec essai-erreur, puis avec on recommence. Mais je trouve que quand elle prend cette forme-là, déjà on voit la cascade arriver. Puis on voit la posture des gens est différente. Ils reçoivent, ils écoutent différemment. Ils osent, certains osent challenger le haut comme le bas. Ils vont des deux côtés. Il reste encore que je n'ai pas encore tout à fait à travailler encore, en tout cas avec cette équipe-là, c'est vraiment à travailler la confiance entre eux aussi, puis la confiance qu'elle soit à un tel niveau qu'on puisse dire à un collègue, bien là-dessus, j'aurais besoin de ton aide ou telle chose n'est pas à l'attendu, sans le mettre en porte-à-faux. Donc, que les directeurs ou les directrices ne rentrent pas dedans, là. C'est qu'ils n'en prennent pas une, mettons, comme ils disent souvent. Oui. Mais qu'ils soient plus en appui pour faire. Puis, ce que moi, je retiens beaucoup, c'est un écart, une erreur, peu importe, c'est un événement, c'est pas une personne. Fait que si on s'enlève l'idée de demander qui ou quoi a fait, puis qu'on vote sur qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on peut faire pour pas que ça se représente, déjà, on augmente le niveau, l'indice de confiance dans l'équipe et de la sécurité psychologique. Ça aussi, Anne, c'est tellement similaire à ce qu'on dit en amélioration continue parce que on va vouloir challenger qu'est-ce qui se passe, mais on va toujours pointer vers le processus et non pas vers la personne. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que dans le processus, on n'a pas pris les bonnes décisions? On ne pointe pas vers la personne non plus. Donc, il y a vraiment énormément de similitudes entre les deux. Je voudrais qu'on puisse répondre à la question de Lynn. Diana, je l'ai vu la tienne, mais on va y revenir. C'est dans mes questions plus tard. Mais Lynn, elle demande est-ce qu'une organisation qui repose sur une solide confiance opérationnelle est mieux équipée pour faire face aux crises, aux changements ou aux perturbations externes?
Oui! C'est simple. C'est une vraie belle question. Merci beaucoup, Lynn. Parce que oui, parce que si tu as des gens qui pensent et qui sont prêts à se mettre en action puis qui réagissent, les transformations, puis ce qui s'en vient en ce moment, ou ce qui est déjà là depuis des années, là, mais qui évolue de plus en plus vite puis qui ne nous donne pas nécessairement plus de visibilité, on ne pourra pas y arriver sans ces essais-erreurs-là. Quand on avance dans la complexité, puis dans la brume, faut avancer avec assurance qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Fait qu'on garde le cap, puis on avance sur des petits essais, puis tiens, ça a marché, fait qu'on va pouvoir continuer un peu plus. Puis on va continuer à bâtir. Mais ça, on peut le faire juste s'il y a des gens qui sont autonomes, puis qui sont responsables, puis qui sont, avant de dire empowered, là, qui sont... Habileté, oui. Oui, habiletés, puis qui ont envie de le faire. Puis il y avait une étude il y a à peu près 5-6 ans qui était sortie qui disait que ce empowerment-là, cette habilitation-là ou cet engagement-là de je le prends puis je vais courir avec, il dépend de la confiance qu'on a entre le leader et son direct report, la personne pour qui il se rapporte. Mais c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Fait que moi, comme salarié, est-ce que j'ai confiance que mon leader, quand il me délègue des affaires, c'est parce qu'il veut que je grandisse vraiment ou c'est parce qu'il veut décharger, il veut pas faire son travail, puis c'est moi qui l'écope, je suis prise pour faire du travail. Puis si j'ai pas cette confiance-là, ben je me sentirai pas responsable, je ne me sentirais pas empowered. Fait la confiance, elle va vraiment dans tous les sens. Puis ça aussi, ça fait partie de la confiance opérationnelle. Moi, je rajouterais aussi quand on parle d'être capable de faire face aux différentes crises, aux changements, aux perturbations externes, ça demande de la résilience, être capable d'affronter, mais de se relever rapidement. Et la résilience aussi est une compétence qui se pratique, qui s'apprend. Et pour être résilient, il faut avoir de la confiance parce qu'on pourra pas nécessairement toujours prendre la bonne décision au bon moment. Mais si on est dans un environnement de sécurité psychologique et où il y a de la confiance, c'est pas grave, c'est moins grave si la décision qu'on a prise, elle n'était pas parfaite. Mais au moins, on a pu progresser, on a pu avancer. Et comme Mathieu vient d'écrire, de se donner le droit à l'erreur, mais surtout d'apprendre de l'erreur, d'apprendre qu'est-ce qui est arrivé qui nous a amené vers l'erreur, qu'est-ce qui, dans le processus, nous a amené vers l'erreur dans la décision pour pouvoir apprendre ensemble à modifier cette réflexion-là pour être capable la prochaine fois de prendre des meilleures décisions. Fait que oui. Puis la confiance opérationnelle, elle ne se sent pas dans l'erreur quand on rajoute juste une petite lettre devant erreur, puis ça devient terreur. Fait que pour moi, là, c'est une lettre qui fait la différence entre est-ce que mon erreur, ça va devenir de la terreur, puis là, je ne voudrais plus jamais en faire, puis je vais faire attention, puis je vais me retenir, je vais toujours être en retenue, plutôt que d'être, je vais oser, puis on va apprendre ensemble, puis on va faire des affaires qui rapportent, qui mènent vers l'efficacité. Vas-y. Merci, Mathieu. Je n'avais jamais vu erreur avec erreur, mais je pense qu'il va rester dans ma tête. Merci, Anne, de cette image-là. Effectivement, c'est un impact important. On en parle, on a abrégé un peu pour s'assurer de respecter notre temps, mais il y a effectivement beaucoup de liens, Anne, avec l'excellence opérationnelle. Donc, la confiance est un des requis pour être capable d'aller vers l'excellence opérationnelle. Sinon, on peut pas s'y rendre. Absolument. C'est pour moi, encore une fois, quand je me préparais, je me disais vraiment, pour moi, la confiance opérationnelle est au cœur de l'efficacité opérationnelle. Je pense que ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas ça. Ou ça peut avancer, mais ça va être plus long, puis les résultats ne seront pas aussi bons, puis il va manquer quelque chose. Je pense que puis mon cri du cœur, vraiment, là, ce qui fait que ça m'intéresse autant, je me suis intéressée autant à la confiance opérationnelle dans les derniers temps, c'est vraiment parce que il y en a trop, si on fait un lien avec le début de ton intro, il y en a trop, mais il faut s'appuyer sur une organisation qui marche, puis qui a envie, puis qui voit, puis qui comprend, avec laquelle on porte le sens, et qu'on
qu'on fait des grands pas ensemble, là, tu sais, qu'on fait avancer les choses. Fait que l'efficacité opérationnelle, on en a besoin, mais puis pour ça, ben, on a besoin de la confiance opérationnelle. Puis ça demande un changement total dans l'organisation, dans nous, dans ce qu'on montre, puis dans ce qu'on croit qui est en dessous du iceberg, là, qui est plus dans nos croyances, où il faut faire attention de vraiment se poser des questions pour qu'on puisse avancer comme personne et comme système, comme organisation. Bien, justement, on va revenir à la question que posait Diana, qui est toujours la question aussi que je pose. Ma question est toujours comment on intègre la confiance opérationnelle dans une culture d'organisation. Diana demande comment on fait pour amener cette confiance de bas en haut. Il y a un bel exemple en stratégie, en changement, en culture du changement. Il y a un auteur qui avait écrit, puis le passe, non, Richard, ça va me revenir, sur les termites stratégiques. C'est comme ça son article s'appelait, son chapitre dans son livre s'appelait. Et l'idée derrière, c'est qu'on peut mener une transformation ou du changement à partir du bas. Les termites, quand elles bâtissent leur super sculpture qu'on le retrouve, elles partent du bas. Elles n'ont pas un plan d'architecture ni d'ingénieur. Elles partent chacune de leur côté. Puis, elles continuent à faire monter la structure. Puis, si la structure penche un peu trop, ben, ils vont faire monter un petit peu plus de l'autre côté. Et on finit à la fin à avoir une super structure. C'est donc oui. Il y a une intelligence collective, par exemple, qui permet de réaligner pour se rendre à. Je pense que dans l'ADN de la termite, il doit y avoir déjà un plan architectural qui dit on part de là, puis on s'en va là, puis si c'est croche, ça va tomber. Donc, il y a l'intelligence collective qui ramène un peu la direction. C'est peut-être l'expérience aussi. Ils se sont peut-être fait, et on a peut-être perdu une coupe on passe en dessous. Mais je ne suis pas spécialiste. Mais l'idée de se dire qu'on peut le faire, puis c'est de laisser-erreur à quelque part. Dans le fond, c'est ça. Fait que, à la question de comment est-ce qu'on amène ça du bas vers le haut, ben, il faut quand même que ça parte du superviseur avec son équipe qui va se dire, OK, moi, je vais la mettre en pratique, puis je vais en parler et je vais essayer de contaminer les autres autour de moi, puis je vais essayer de contaminer mon N+1 là, pour le tester, puis amener l'évolution à se faire. C'est vraiment plus facile quand on l'amène dans l'autre sens, quand on est capable que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon parapluie pour résister à la tentation du control and command. Pour être capable. Oui. En même temps, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais j'imagine que ce n'est pas possible de dire on va faire ce département-là, le dirigeant à la tête de ce parapluie-là, lui, il veut amener la confiance opérationnelle, donc lui, il part avec cette lignée-là, mais le dirigeant du département à côté, lui, ça ne l'intéresse pas, lui, il ne veut pas, lui, il veut pas s'impliquer là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est possible dans une organisation d'avoir deux approches aussi différentes que ça à la fois? Oui, mais on le voit avec d'autres choses. C'est pas toujours. Regarde n'importe quelle organisation, tu as 700 employés ou quelque chose comme ça. Tu as un dirigeant qui est beaucoup plus dans l'humain, qui va mettre l'humain d'abord, qui va prendre du temps avec les gens, puis à côté, ça va être control and command. Ça existe, ça. Fait que ça n'empêche pas de le monter. Maintenant, si on veut aider l'organisation à le structurer, bien là, faut se faire. Des groupes de co-développement pour pouvoir en parler. Il faut amener autre chose pour pouvoir en parler, puis démontrer, puis que les autres fassent « Hey, c'est intéressant dans cette équipe-là, comment ça marche, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le monter. » Mais c'est un plus long parcours. Oui, parce que tu vois, je le vois possible dans le cas où on dit on va faire un projet pilote dans un service où le leader est déjà très orienté vers ça, puis qui a la motivation de se dévouer à cette transformation-là, de dire OK, on la commence ici, on va voir comment ça fonctionne, on va voir les éléments qui percolent vers les autres départements, mais l'objectif, c'est de l'emmener plus large et que toute l'organisation soit dans l'optique de la confiance opérationnelle. Mais j'ai beaucoup de difficultés à le voir à long terme quand c'est juste un service dans toute l'organisation qui le fait puis qui le croit, puis que les autres alentours ne le font pas, parce qu'à un moment donné, quand on disait tantôt, on veut apprendre de l'erreur, on ne veut pas punir parce que l'erreur a été commise, on veut créer un environnement de confiance. C'est beaucoup plus difficile de créer un environnement de confiance organisationnelle si c'est juste un dirigeant
qui y croit, qui permet à l'erreur et qui apprend l'erreur, tandis que les autres à côté se font rabrouer parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Puis que son équipe va se faire rabrouer aussi. Faut pas oublier. Par l'amende. Oui, c'est ça, par l'amende, oui. Parce que ça va redescendre. Parce qu'il y a beau mettre un parapluie, il y a des fois, ça va descendre quand même. Mais ce que ça change, en tout cas, ce que ça fait, si on attend le contexte idéal, ça va être encore plus long à déployer la confiance opérationnelle. Fait que, oui, c'est pas idéal, mais c'est viable si on le fait en se disant qu'il faut rattraper. Ça veut dire que le superviseur de ce groupe-là ou le chef de service ou la chef de service va arriver va devoir ramasser, expliquer, redonner du sens, dire là, on s'est fait dire que ça, on ne pouvait pas faire ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire pour leur donner ce qu'ils ont besoin et nous continuer à travailler ensemble dans l'efficacité opérationnelle, dans notre confiance opérationnelle. Fait que ça demande plus, il faut que la personne rame plus fort que d'autres superviseurs ou d'autres chefs de service qui vont descendre ça autrement. Oui, tout à fait. Sans aller dans une recette prescrite qui fonctionne à tout coup partout, ça serait quoi les éléments clés avec lesquels tu travaillerais, toi, pour commencer à instaurer la confiance opérationnelle dans une organisation ou dans une équipe? Ben, je commencerai un petit travail sur le jeu, comme je disais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est hyper important. Sur quoi puis prendre le temps de s'observer un peu, puis de se poser la question, notre culture, elle a l'air de quoi? Nous, notre culture même d'équipe. Tu sais, si on ne veut pas le faire, si on n'est pas dans une situation où on peut faire l'ensemble de l'organisation, dans mon équipe, dans mon secteur, le service, peu importe, c'est comment est-ce qu'on l'incarne au quotidien? Puis ça commencerait, c'est quoi nos comportements? Puis juste un petit exercice facile là, quand est-ce que notre équipe, on est à notre meilleur? Puis c'est quoi nos comportements qu'on peut lister? Puis de l'autre côté, quand on est à notre pire version de nous-mêmes, c'est quoi nos comportements là-dedans? Puis si on injectait des choses, des nouveaux comportements pour empêcher ces boucles-là, déjà, on pourrait faire commencer à bouger les lignes. Ça veut dire aussi, c'est dans les bilatérales vont être différentes, les one-on-one vont être différents, les rencontres d'équipe. Fait que c'est tranquillement d'amener le sujet, de l'expliquer et de l'incarner. C'est la confiance opérationnelle, elle s'incarne. On ne peut pas la dicter, on ne peut pas l'imposer, il faut vraiment la vivre. Fait que je pense que je le commencerais comme ça si j'avais à le commencer dans une équipe. C'est sûr que je peux y aller avec ensuite, on change nos façons, même la façon de dire. Hein. Si je vous dis je te fais confiance parce que je sais que tu vas me livrer le résultat ou que tu vas faire un super podcast. La pression. Il me semble que le si vient de brimer la phrase que tu m'as dit. Ah, attends, mais de ça. Je pense que tu vas faire un super bon podcast. Non, parce qu'en fait, dans ma tête, quand on le dit comme ça, c'est que la confiance, elle est conditionnelle à quelque chose d'autre. Oui, absolument. Absolument. Puis en plus, ça te met de la pression du résultat. Fait que si je reviens puis je te dis à la place, écoute, Véronica, moi, je te fais confiance. De toute façon, je sais que tu vas donner ton meilleur. On va s'ajuster. Tu as probablement plus envie. Comment tu le reçois? Ben, j'ai plus envie de collaborer, j'ai plus envie d'amener un effort plus grand parce que dans cette collaboration-là, les deux, on va réussir. Ouais. Tandis que dans l'autre phase, je sentais que c'est conditionnel à mon effort à moi. Oui, totalement. Donc, ça me faisait sentir plus toute seule. Oui, totalement. Puis quand on est dans la deuxième formulation, souvent aussi, on va se sentir comme, ben, même si je ne réussis pas à la coche, que je ne réponds pas à l'attente, ce n'est pas si grave que ça parce qu'à quelque part, ce que je suis ou ce qu'on a ensemble, la relation va rester, puis je ne serai pas moins à tes yeux parce que j'ai eu des problèmes techniques, puis je suis arrivée en retard, par exemple. Parce qu'on a manqué d'électricité. Ou parce qu'on manque d'électricité, tout ça. Non, effectivement. C'est un paradigme. En fait, si je résume, moi, je retiens 3 choses de tout ce qu'on a parlé, mais je retiens plus, mais je vais me limiter à 3 ou 4 éléments. La confiance, c'est un choix que l'on fait. Donc, c'est un choix et j'aime bien quand tu dis ça s'incarne. Donc, c'est un choix qu'on fait au départ,
Mais la deuxième chose que je retiens aussi, ça devient une entente qu'on prend entre nous de comment cette confiance-là va s'incarner, va se vivre. Donc, oui, on choisit de se faire confiance, mais après, ça veut dire quoi, cette confiance-là, et comment on va la démontrer? Je pense que c'est là, pour moi, ça devient un genre d'entente qu'on fait ensemble entre l'équipe pour dire comment on va la vivre, cette confiance-là, et quels sont, à la limite, les comportements que l'on veut voir pour montrer la confiance et les comportements qu'on n'acceptera pas dans cette relation de confiance-là. Je retiens aussi ton T plus erreur égale terreur parce que c'est vraiment marquant. Puis même Mathieu a marqué, si on enlève le U, on va errer plutôt qu'avancer. Fait qu'il y a beaucoup de changements à faire avec le mot erreur. Donc, je retiens ce mot-là beaucoup. Mais finalement, le dernier élément que je retiens beaucoup, Anne, qui me semble être quand même assez important, c'est pour une organisation d'aller vers la confiance opérationnelle, c'est un changement de paradigme complètement. C'est un changement de compétence qu'au niveau des employés, qui, un, doit apprendre à lâcher prise et l'autre doit apprendre à avancer. À l'apprendre, oui, c'est ça, à prendre la prise. Je ne savais pas comment le dire, mais c'est effectivement ça. Donc, un doit lâcher prise, l'autre doit prendre la prise pour être capable de se rejoindre quelque part dans le milieu et d'ensemble porter le fardeau, c'est pas le bon mot, mais porter le poids qu'est l'organisation pour la faire avancer et être capable de survivre à notre monde VICA dans lequel on est aujourd'hui. Oui, absolument. Est-ce que tu rajouterais d'autres choses? Non, tu as super bien résumé. Je vais juste me donner une chance de me rebrancher un peu sur moi-même. Ça, c'est mes expressions, désolée. Non, ça va. Il y a beaucoup de... C'est intéressant, ce podcast, parce que pour moi, je me sens en effervescence. J'ai comme, je suis toute contente de vous parler du sujet. Et dans le fond, mon invitation, ce serait d'oser la mettre en pratique, oser faire des essais-erreurs avec pour pouvoir voir quel impact ça peut avoir dans votre équipe, quelle liberté, quel souffle de vie ça va amener à votre équipe. Moi, je commencerai une petite équipe à la fois. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Puis en fait, moi, je vais en lancer une autre invitation, Anne, parce que je trouve qu'il y a tellement de liens importants à faire entre ce que tu nous expliques qu'est la confiance opérationnelle et qu'est-ce que moi, je fais au niveau de l'excellence opérationnelle dans les organisations, que mon invitation est, si vous voulez vous avancer là-dedans, on va travailler ensemble. On va trouver une manière, Anne et moi, de travailler ensemble pour vous appuyer dans cette démarche-là parce qu'une va avec l'autre. Et la confiance, la capacité de toute l'équipe à avancer ensemble est super important, mais la capacité de l'équipe à s'améliorer, à innover, à trouver des solutions, à augmenter la résilience dans la confiance opérationnelle. Je pense que si on a ça dans les organisations, on est imbattable parce qu'on va être capable de se relever et d'affronter n'importe quelle situation qui est devant nous. Fait que moi, je lance l'invitation. S'il y en a qui veulent tenter le changement de paradigme avec nous, on est ouverte à le tester avec vous et à le pratiquer avec vous. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il y a quelque chose? Sinon... Ben, non, j'en vois pas d'autres. Non, j'en vois pas d'autres, mais écoutez, merci à tous pour votre patience en début et pendant. Aujourd'hui, la technologie, comme j'ai dit, n'était pas de notre côté, mais merci à tous d'être là pour ce premier épisode de la saison 2. Anne, je te remercie énormément. Ça m'a fait un grand plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Je suis certaine qu'on va pouvoir développer d'autres idées de sujets sur lesquels échanger encore en effervescence pour faire avancer les organisations. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça fut fort sympathique. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir. Moi, je vous laisse sur le petit vidéo de la fin qui vous présente aussi le prochain épisode au mois d'octobre. Alors, à bientôt et merci encore.